Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Chaque semaine, j'échange avec beaucoup d'entre vous qui ne sont plus nécessairement épanouis dans leur job. Il est vrai qu'entre manque de temps et d'énergie, il est souvent compliqué de se lancer dans des processus de recrutement pour trouver un nouveau poste. Et pourtant, un simple changement d'entreprise et d'environnement peut nous remotiver et nous redonner goût à notre métier. Je le répète souvent ici, mais il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Le cabinet Hays, Hays, est l'un des leaders mondiaux du recrutement spécialisé. Avec 22 bureaux en France et au Luxembourg, ces 800 experts en recrutement sont à vos côtés à chaque étape de votre vie professionnelle. Quel que soit votre métier ou votre secteur d'activité, que vous cherchiez un emploi, un changement de carrière ou une montée en compétences, faites appel à eux. Hays, c'est bien plus qu'un cabinet de recrutement spécialisé. C'est un réseau unique d'entreprises et surtout un expert du marché qui vous propose des offres exclusives. Hays, c'est aussi une entreprise qui produit des supports pour vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Il dispose par exemple d'un site internet où vous pouvez retrouver des outils comme des guides, des livres blancs, des podcasts ou encore des articles. Vous pouvez par exemple vous positionner sur le marché ou négocier votre augmentation avec l'étude de rémunération ou le baromètre des salaires. Vous préparez à la reconversion avec l'article Les difficultés d'un projet de reconversion professionnelle ou encore construire votre CV grâce au livre blanc Créer le CV parfait. Alors n'hésitez plus et rendez-vous gratuitement sur le site www.hays.fr pour consulter plus de 7000 offres d'emploi centralisées, contacter un expert en recrutement et postuler au job de vos rêves. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Flora. Après avoir travaillé en marketing au Japon et en France, Flora a fondé Saku Saku, le premier food truck de cuisine japonaise en Normandie suite à un burn-out. D'origine franco-japonaise, Flora décide de partir travailler au Japon, à Tokyo, à la fin de ses études de marketing. Elle tombe amoureuse de la vie au Japon et y restera 2 ans. À ce retour en France, Flora travaille pour une start-up à Paris qui souhaite se développer au Japon. C'est le job de ses rêves sur le papier et pourtant, c'est très vite la désillusion. Flora doit faire tampon entre les équipes à Paris et celles au Japon et elle est submergée par les horaires en raison du décalage horaire entre la France et le Japon et est constamment sous pression. Elle tient pendant 3 ans jusqu'au jour où elle ne peut plus ouvrir son ordinateur. Un vrai burn-out. Aujourd'hui, Flora a fondé Saku Saku en 2023, le premier food truck de cuisine japonaise en Normandie, entre Pont-l'Évêque et Deauville pour ceux qui connaissent. Saku Saku, ce sont des bento à emporter avec des plats typiques de la cuisine japonaise de tous les jours. Alors avec Flora, on a évoqué sa vie au Japon, les différences culturelles entre la France et le Japon sur la manière de vivre et de travailler, son burn-out, les signes avant-coureurs et comment s'en relever, la cuisine comme thérapie, pourquoi le food truck est une bonne idée pour se lancer et comment elle a lancé Saku Saku et ses projets pour la suite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Flora. Bonjour Flora, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Flora, j'ai bientôt 32 ans et j'habite en Normandie et j'ai lancé en 2023 Saku Saku qui est le premier food truck de cuisine japonaise en Normandie donc. Et alors, est-ce que tu es d'origine japonaise, tu es franco-japonaise ? Ouais, c'est ça, je suis japonaise par mon père. OK. Alors, donc ça n'avait rien à voir avec ce que tu faisais avant. Tu n'étais, pas du tout dans la cuisine. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes études et puis, ce que tu faisais avant? Alors donc moi j'ai fait des études en communication, d'abord en Normandie, ensuite à Paris. J'ai fait 4 ans dans ce domaine et puis après, je trouve que ça manquait un petit peu de concret. Et du coup, pour ma dernière année, pour mon Master 2, j'ai fait un Master en administration des entreprises à l'IAE de Rennes. Et ce Master, il proposait en fait une spécialité sur les marchés et les entreprises japonaises. Et donc, je suis partie, après ce Master, faire un échange au Japon. Et j'ai ensuite trouvé un travail dans une agence de relations publiques à Tokyo. Donc c'était mon premier boulot. Et j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans.
Donc en fait, mes missions, c'était d'être l'intermédiaire entre les clients étrangers, donc des Américains, des Français, des Danois, plein de publics différents, et les équipes japonaises avec qui je travaillais pour ensuite mettre en place les stratégies de communication. Ça pouvait être des événements, des réseaux sociaux. Et ça, j'ai fait ça du coup pendant 2 ans. Toi, tu parles couramment japonais? Alors, ma langue maternelle, c'est le français. J'ai appris le japonais un peu sur le tard parce que du coup, en fait, chez nous, on parlait beaucoup français à la maison et en fait pas du tout japonais. Donc, j'ai appris le japonais et surtout le japonais des affaires pendant à l'université en fait. Ah ouais, parce que ça doit être quand même assez compliqué comme Ouais. langue. Oui, Ouais. ouais, ouais. Je pense que c'est moins compliqué que le français, mais c'est quand même une langue qui est difficile. Et alors, comment ça s'est passé quand tu es arrivée là-bas? C'était quoi le projet? Tu connaissais bien? Tu vas souvent à l'origine, tu vas souvent au Japon? Alors ouais, c'est vrai que j'y allais quand même régulièrement, surtout depuis le lycée. J'y allais quasiment tous les ans, donc j'étais quand même familière avec l'environnement. Et c'est aussi pour ça que du coup j'ai voulu aller tester de vivre là-bas sur du long terme, parce que ça me plaisait, la vie était cool, et puis je me suis dit ben ça peut être bien aussi, c'est un point différenciant en fait pour ma carrière de me spécialiser sur le Japon. Et donc, au début, j'y allais par des courtes périodes. Après, pendant mes études, j'ai fait quasiment tous mes stages au Japon aussi. Et puis ensuite, du coup, ben, j'ai choisi de commencer ma carrière là-bas. Et alors, comment ça s'est passé quand tu es arrivée là-bas? Parce que c'est une grosse différence de culture et surtout dans le monde du travail, voilà, de ce que j'ai entendu, c'est quand même là-bas le travail, on travaille beaucoup. Ouais. Comment ça s'est passé quand tu es arrivée? Est-ce que tu peux peut-être nous décrire un peu le rythme là-bas? Comment ça se passe de travailler au Japon? Et ben, en fait, j'étais hyper surprise parce que déjà, les rentrées, elles se font toutes à la même période quand on est jeune diplômé. Donc, en fait, tout le monde commence au mois d'avril. Et du coup, moi, j'étais prête en fait quelques mois avant à commencer et j'ai dû attendre le mois d'avril pour pouvoir commencer à bosser dans cette boîte. Donc déjà, ça, c'était le premier point surprenant. C'est comme une rentrée scolaire en fait. En fait, c'est hyper scolaire et même une entrée en entreprise, elle est cadrée, elle est scolarisée. On devait mettre un uniforme spécifique. Pendant la première année, on devait du coup pas porter des vêtements casual. On devait porter des vêtements formels pour nous différencier, pour montrer en gros qu'on était nouveau dans l'entreprise. Ça, c'était un point qui était assez surprenant pour moi. Après, rapidement, comme j'étais dans un environnement un peu international dans mon équipe, moi, ils étaient quand même plus souples avec moi. Et en fait, petit à petit, j'ai introduit les baskets, les jeans. Et c'est vrai qu'en fait, ça, c'était déjà une différence avec les autres. C'est qu'en fait, moi, on me traitait un petit peu plus comme une étrangère que comme une japonaise. Donc, j'avais des droits, on va dire, que les Japonais n'avaient pas. Mais à l'inverse aussi, du coup, on pouvait un peu m'exclure parce que du coup, on considérait que j'étais pas 100% japonaise, donc je pouvais pas tout comprendre comme les Japonais. Ouais, il y avait un peu les qualités et les défauts C'est quoi. ça. Et c'est quoi les horaires un petit peu là-bas? Alors, dans mon entreprise, c'était 9h, 17h30, il me semble, et on badgeait. Mais par contre, en fait, souvent, il fallait rester plus tard le soir parce que là-bas, en fait, c'est bien de faire des heures supplémentaires, de montrer que tu travailles, de montrer que tu es là. Et le soir, en fait, même quand on n'avait pas de projet en cours, je sais que c'était un peu difficile de partir plus tôt que le boss, en fait. Et c'est vrai que moi, encore une fois, bah, j'avais tendance à un peu remettre en cause ce système, à me dire mais pourquoi est-ce que je peux pas rentrer chez moi si j'ai terminé mon travail? Et ça fait partie des aspects négatifs qui m'ont fait par la suite rentrer en France, c'est qu'en fait, il y a énormément de présentéisme au Japon dans les entreprises japonaises et moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout en fait. Quand je suis au travail, j'aime bien travailler et puis une fois que j'ai terminé, j'aime bien rentrer chez moi. Après, tu trouves pas que c'est la même chose en France? Et ben en fait, effectivement, ensuite j'ai travaillé en France, moi je m'attendais pas à ça et je m'attendais à ce que justement en France les gens soient hyper souples là-dessus. Et en fait, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais après, c'était quasiment pareil, voire plus strict qu'au Japon. Où au final, au Japon ils étaient assez souples si par exemple on avait des rendez-vous chez le médecin. Mais c'est vrai qu'en France, en fait, tu as raison. La plupart des entreprises, elles sont pas souples là-dessus. Ouais. Et j'avais entendu dire qu'il y avait, dans la culture japonaise un peu le côté, il faut aller boire des verres après avec ses collègues, pendant hyper longtemps, c'est ça tu l'as vécu aussi? Ouais, ouais, ouais.
les after-work entre collègues, c'est hyper important et la culture d'entreprise et le fait de partager, des choses avec ses collègues, c'est hyper important et ce qui est intéressant aussi, c'est que là-bas, l'alcool, c'est complètement, c'est pas du tout un tabou, en fait et quand j'ai passé mon entretien d'embauche, une des dernières questions qu'on m'a posées, c'est: «Est-ce que tu bois? Est-ce que tu tiens bien l'alcool?» Donc, venant de Normandie, j'ai répondu que oui. Mais ça, c'est hyper étonnant. Et en fait, effectivement, dans les entreprises, il y a des systèmes où, en fait, on se retrouve en fin de semaine et les gens boivent mais pendant 2 heures en open bar. Et c'est OK de boire avec ton boss, c'est OK d'être malade devant lui, puisque du coup, en fait, on considère que c'est la fin de semaine, que tu relâches ta pression. Et après, lundi, on aura oublié. Moi, j'ai toujours fait attention parce que même si je savais que j'avais le droit, je me disais bon, quand même. Mais j'avais des collègues qui se mettaient vraiment dans des états incroyables. Et puis le lundi, personne n'allait le charrier ou rigoler. En fait, c'était comme ça, c'était la fin de semaine. Et limite, c'est mal vu si tu bois pas trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et les gens incitent à boire. Et en fait, du coup, quand t'es plus jeune, tu peux pas refuser le verre de ton boss. Donc en fait, je pense que maintenant, c'est un peu en train de changer. Ils essayent un peu de faire des campagnes de prévention contre l'alcool. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était difficile. Moi, bah, encore une fois, en tant que franco-japonaise, si j'avais plus envie de boire, je disais juste stop. Je sais qu'il y avait des petits jeunes qui sont rentrés en même temps que moi, ils osaient rien dire et du coup, ils finissaient tout le temps mal, quoi. Ah ouais, mais du coup, c'est comment? Il y a carrément un bar dans l'entreprise? Comment ça se passe? Non, c'est comme en France, on privatise un bar et puis on sort et ensuite, en général, c'est des créneaux de 2 heures. Ça, c'est un truc qui est aussi différent, c'est qu'en fait, au Japon, les gens, ils font les choses très rapidement. Donc, tu sais, quand ils viennent visiter la France, ils viennent 4 jours, ils visitent Paris, le Mont-Saint-Michel, Marseille et ils rentrent. Et ben, les soirées en after work, c'est pareil, c'est 2 heures. Ça commence à 17h30 ou 18h et ça finit à 19h30 pile. Et puis après, tout le monde rentre chez soi. Et comme les gens habitent loin, doivent prendre les transports en commun, je pense que ça joue aussi beaucoup. Et c'était comment ton logement alors là-bas? Alors, c'était pas si petit. Franchement, quand on compare aux appartements parisiens, c'est à peu près pareil. C'était juste, je trouve, les cuisines qui étaient assez petites. Mais globalement, non, c'était assez confortable. J'avais une petite baignoire. Enfin, tous les appartements japonais ont des petites baignoires. La première année, j'avais un futon, donc un lit sur le sol. Deuxième année, j'ai investi dans un lit hors sol. Mais sinon, à part ça, c'était à peu près comme à Paris. Donc, tu es restée 2 ans là-bas, donc ça t'a plu? Comment tu te sentais là-bas? Tu te serais vue rester ou non, tu t'es dit, c'était que pour 2 ans de base? Comment ça s'est passé un petit peu la durée? Et ben, en fait, à la base, j'avais pas défini de durée. Je m'étais dit que je resterais tant que ça allait. Et en fait, avec mon compagnon, on s'est rencontrés. Donc, c'est un Français, mais on s'est rencontrés au Japon. Lui, il est rentré en France et après, on s'est posé la question de est-ce que lui revient ou est-ce que moi je reviens, en pesant un peu les pour et les contre de tout ce que ça implique. Et en fait, c'est vrai que dans le cadre du travail, et notamment ça, j'en ai pas parlé, mais moi, ce qui m'a fait un peu changer d'avis, c'est qu'en fait, au Japon, tu as très 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 peu de vacances. La première année, j'avais 10 jours que j'ai eu du mal à prendre d'ailleurs pour pouvoir rentrer chez moi à Noël. Et chaque année, tu cumules un jour de plus. Mais du coup, en fait, je me suis dit, moi, j'ai quand même une grande partie de ma vie qui est en France. J'ai ma famille qui est en France, j'ai mes amis la plupart qui sont en France. Et en fait, je me suis dit, est-ce que ce serait pas plus simple de vivre en France et d'aller au Japon de temps en temps pour le travail ou pour la vie perso, plutôt que l'inverse. Et du coup, on a pesé le pour et le contre et on s'est dit qu'on rentrait en France. Et après, au final, on y va assez régulièrement, donc on n'a pas perdu le lien avec le Japon. Et comment ça se passe au niveau de la rémunération? Tu peux quand même être assez bien payé là-bas, vivre confortablement? Oui, ça c'est quelque chose qui m'a étonnée aussi, c'est qu'en rentrant en France, je pensais que du coup j'allais être peut-être mieux payée ou enfin je savais pas trop. Et en fait au Japon on est quand même bien payé et le coût de la vie est beaucoup moins cher. Donc en fait à salaire égal, moi je trouve que je vivais mieux quand j'étais au Japon. Les restos, tu vois, tu peux manger pour 5-10 € au resto. L'appartement c'était plus ou moins le même prix que la France. Les transports en commun, ils étaient remboursés. Donc en fait, à salaire égal, je vivais mieux en France. Je vivais mieux au Japon, pardon. Mais les salaires, c'est à peu près les mêmes. Parce que c'est vrai que souvent, il y a un peu la réputation que le Japon, c'est cher, et finalement, toi, tu as trouvé l'inverse, en fait? Ouais.
Je pense qu'avant, le Japon, dans les années 80-90, c'était très cher, le yen était très fort. Et ensuite, quand il y a eu l'euro, je pense que ça a inversé la balance. Et en fait, maintenant, je vois tous les Français qui vont au Japon disent que c'est limite le tiers-monde tellement c'est pas cher. Et là, ça vaut le coup d'y aller en ce moment parce que vraiment, tu peux manger au resto tous les jours pour 5-10 balles. Et c'est juste les billets qui sont chers depuis le Covid, mais sinon, c'est pas très cher. Et comment ça se passe un peu l'ambiance? Parce que, je sais qu'ils ont pas mal quand même un peu de problèmes de tu sais tout ce qui est un peu mental health, tu vois? Un peu tout ce qui est bien-être mental. Comment tu l'as vécu là-bas? Comment tu as trouvé un peu les choses, Et ben, je pense que c'est quelque chose dont les gens parlent pas trop et qu'on entend uniquement dans les journaux. étrangers? Non, 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 même dans les journaux japonais, on entend souvent des histoires de gens qui se sont suicidés ou qui sont morts de surcharge de travail aussi. Tu as même un terme en japonais, c'est karoshi, ça veut dire mourir d'avoir trop travaillé. Mais au quotidien, les gens en parlent pas trop. Par contre, je sais que dans mon entreprise, il y a eu des gens qui ont fait des dépressions, des burn-out pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et ils étaient un peu les moutons noirs de l'entreprise. C'est pas qu'on les juge, enfin c'est pas que les gens les jugeaient, mais ils en parlaient pas. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas d'accompagnement. Au Japon, t'as pas de psychologue. Tout de suite, je crois que les gens sont mis sous antidépresseurs et on les laisse en gros se débrouiller jusqu'à qu'ils s'en sortent tout seuls ou qu'ils s'en sortent pas pour certains. Donc c'est vrai que je pense que sur ça, c'est un peu dur. Et tu penses que c'est dû au fait qu'il y ait moins de vacances ou l'environnement en général? Effectivement, peut-être les vacances, ça doit jouer et la pression sociale, en fait, de toujours devoir travailler, de devoir faire mieux, de devoir être parfait, de toujours devoir porter un masque en public. Donc, même si t'es pas bien, tu dois quand même être souriant. Et je pense que c'est une lourde pression que les gens se mettent depuis même la maternelle. Et en fait, en grandissant, je pense qu'il y a des gens qui craquent. Et sauf qu'au Japon, tu peux pas craquer, en fait. Ou alors, si tu craques, c'est dans ton coin, il faut que personne le voit, quoi. Et toi, niveau social, tu as réussi quand même à, tu vois, malgré toutes ces différences et tout, tu as réussi à te faire des amis, à te sentir, à l'aise là-bas? Ouais, alors le début c'était difficile parce qu'en plus je parlais moyennement japonais, voire au début même pas du tout, donc c'était un peu compliqué, mais en fait assez rapidement j'ai quand même réussi à m'intégrer et je pense qu'effectivement par rapport à d'autres étrangers qui viennent au Japon, le fait que j'étais moitié ça aidait quand même parce qu'on se disait elle comprend un petit peu, mais ça a été un peu compliqué, mais globalement aussi en fait j'ai réussi à me faire des amis, des étrangers, des japonais. Mais c'est vrai, quand je vois dans mes amis japonais, c'est souvent des gens qui ont vécu à l'étranger ou qui s'intéressent à la culture, aux cultures étrangères, aux cultures occidentales. Oui, ils sont plus, internationaux. Ouais, ouais, ouais. Et donc, comment tu as pris la décision de rentrer alors? Comment tu as eu le déclic? Et ben en fait, donc on se posait la question, on se demandait si on allait rentrer. Et donc moi, je commençais à regarder les offres d'emploi à Paris. Et un jour, j'ai une copine qui savait que je cherchais un poste, qui m'a envoyé une offre d'emploi qu'elle avait vue sur Internet. Et quand j'ai lu l'offre, franchement, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je me suis dit, mais c'est exactement mon profil. En fait, c'était donc une entreprise à Paris qui cherchait quelqu'un pour faire du développement de produits, donc de la création de produits avec un côté un peu marketing. Il cherchait quelqu'un qui connaissait bien, très bien le Japon, qui parlait japonais, qui parlait anglais, qui parlait français, qui du coup avait fait des études en marketing, avait une expérience dans le marketing, qui était curieux à la recherche de nouvelles tendances, qui serait prête à éventuellement voyager aussi entre la France et le Japon. Ah ouais, Et alors là, j'ai vu, je me suis dit, oh, mais c'est moi, enfin voilà. c'est tombé du ciel, Ah quoi. mais c'était incroyable, franchement, c'était... Je l'envoyais à tout le monde, je disais, non mais regardez, tout le monde disait, ah non mais c'est fou, postule, postule. Et du coup, j'ai postulé, j'ai fait un dossier qui m'a pris des jours et des nuits. Et puis à un moment donné, donc au début, j'avais pas de réponse, ils m'ont rappelé et j'ai fait des entretiens à distance avec eux. Et au final, j'ai été prise sans les avoir rencontrés en physique. Et du coup, en fait, ça a déclenché mon retour en France. Et je suis rentrée et un mois, même ouais, 3 semaines après, j'ai commencé dans cette nouvelle boîte. Et parce qu'eux voulaient se développer au Japon? Ils étaient déjà présents au Japon. Ça fonctionnait plutôt bien, je pense, à l'époque. Et du coup, ils voulaient vraiment chercher à développer encore plus. Et en fait, eux avaient des difficultés dans la gestion entre la France et le Japon, notamment du point de vue culturel et humain avec les équipes. Et ils cherchaient vraiment quelqu'un qui ferait tampon
entre les décisions qu'on prend en France et du coup les actes qu'on applique au Japon et quelqu'un qui arrivera à faire la balance, à comprendre les Japonais, est-ce que ce qu'ils disent, ce que les équipes disent, c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est parce que ça les arrange et du coup vraiment être entre les deux. Et moi, c'était exactement ce que je savais faire et ce que je faisais en fait dans mon poste, dans ma première entreprise. Et alors, comment ça s'est passé le retour? Et ben le retour, j'étais à la fois super contente de rentrer parce que je me suis dit ah ça va être trop bien, nouveau poste tout ça, et en fait j'étais hyper triste et quand je suis rentrée je me suis dit oh, qu'est-ce que t'as fait, oh là là, le Japon, en fait, c'était trop bien, c'est trop cool. Donc, c'était un peu, j'étais un peu mitigée, mais en fait, rapidement, j'ai retrouvé ma famille, mes potes, et j'étais hyper contente de rentrer. Et puis, super contente de commencer ce nouveau poste. Mais tu sais, en fait, enfin, je sais pas, je sais qu'il y a plein de gens à qui j'en ai parlé. Quand tu pars du Japon, t'as toujours l'impression que tu vas jamais y retourner. Je sais pas pourquoi. Ça paraît tellement loin, en fait. Ouais, voilà, c'est tellement loin et en fait, malheureusement, là-bas, il y a tellement de catastrophes naturelles, notamment des gros tremblements de terre, que quand on part, on se dit toujours, si ça se trouve, je vais jamais revoir le Japon, il va se passer quelque chose. Et moi, ça me le fait. Et du coup, à chaque fois, tout le monde part en pleurant du Japon. Je pense que dans l'avion, tout le monde pleure parce qu'on se dit, est-ce qu'on va y retourner un jour? Mais bon, on finit toujours par y retourner. Et alors, comment ça s'est passé? Donc ça t'a plu? C'était pas trop stressant ce côté un peu, gérer un peu les problèmes en interne entre la France et le Japon? Eh ben, effectivement, sur le papier, c'était super bien. Dans la réalité, c'était hyper stressant parce que ben, d'être vraiment, pour le coup, le cul entre deux chaises, c'est gérer les problèmes des uns et des autres et essayer de les faire se comprendre et cohabiter. Il y a une question de décalage horaire qui est hyper importante et que je prenais en compte puisque quand j'étais au Japon, je travaillais avec des clients qui étaient aux États-Unis, donc c'était difficile, tu sais, parfois d'organiser des calls. Il fallait attendre jusqu'à 20h le soir pour pouvoir se parler. Là, c'était l'inverse. En fait, nous, quand c'était la nuit pour nous, eux, ils commençaient déjà à travailler. Et donc, en fait, moi, j'avais une pression de temps et d'horaire qui était très importante parce qu'il fallait, en gros, que tous les soirs, j'ai vraiment envoyé toutes les informations pour que eux puissent commencer à travailler dès la nuit pour nous. Et en fait, quand j'arrivais, moi, au bureau le matin, j'essayais toujours d'y aller beaucoup plus tôt parce qu'en fait, j'avais tellement de boulot. Tu vois, j'arrivais, j'avais déjà 25 mails non lus, il était 8h du matin. Et si je voulais m'avancer, si je voulais organiser des réunions avec eux, ma matinée, en gros, elle commençait très très tôt, mais elle s'étendait aussi tard le soir, puisqu'il y avait des réunions en France qu'il fallait débriefer aux Japonais. Tu te sentais toujours en retard un peu, quoi? Exactement, exactement. Et j'avais toujours l'impression que quelqu'un m'attendait, qu'il fallait vite que je leur réponde. Et à l'inverse, la France, ils me demandaient du coup où ça en est. Le Japon, enfin, donc eux, ils terminaient, il était à peu près 13h pour nous en France. Et ben, les pauvres, on leur disait mais non, mais il faut que vous nous envoyiez les comptes rendus, il faut qu'on ait les infos. Et ils disaient mais il est 21h en fait, là nous on va aller. Notre journée elle est terminée. Et ça c'était hyper stressant et j'en avais pas conscience avant de commencer ce poste que ça allait être aussi important. Oui, ça, c'est les modalités pratiques un peu dont on ne se rend pas compte avant de commencer. Donc tu es restée pendant 3 ans quand même? Ouais, un peu moins parce que j'ai été arrêtée sur la fin, mais enfin 3 ans en poste officiel, mais vraiment dans l'entreprise j'étais là 2 ans et demi. Comment ça s'est passé? Ça s'est empiré un peu vous avez peut-être pas cherché à recruter pour que vous soyez plus nombreux à faire ça? Ben, moi, j'ai demandé à ce qu'on recrute parce qu'il y avait beaucoup de travail. En France, sur les missions équivalentes, elles étaient 2, 3, voire 4 par équipe. Moi, j'étais toute seule et j'ai demandé à recruter. J'ai demandé à ce que, si on pouvait pas recruter, qu'on diminue ma charge de travail, qu'on s'organise mieux. Et en fait, j'ai demandé pendant des mois et des mois, rien n'a été fait parce que c'est l'esprit start-up où on doit en gros se débrouiller avec peu et on doit faire beaucoup avec peu. Et on me le répétait souvent, mais non, c'est important d'essayer de se débrouiller. Mais en fait, il y a un moment donné où on peut plus se débrouiller et quand on a vraiment des choses à faire, en fait, on a besoin d'aide. Et moi, j'en recevais pas du tout. Et en fait, ça s'est accumulé. J'alertais ma direction et toutes les semaines, je faisais des points en disant que ça allait pas, que je sentais que, tu sais, je commençais à me prendre les pieds dans le tapis, en fait. Plus je travaillais, moins je travaillais. Enfin, il y avait de plus en plus et vraiment, c'est l'image.
Tu savais plus par quoi commencer en fait pour. Ouais. Le lundi, le dimanche soir, même en fin d'après-midi, je regardais ce que j'avais à faire, mais je me disais, mais je vais jamais m'en sortir. Et en fait, j'essayais de déléguer, de donner, mais en fait, j'y arrivais plus. Et tout ça, dans un espèce de contexte où on te demandait de, en gros, garder le sourire et de montrer que tout allait bien, parce que c'était un peu les valeurs de l'entreprise, d'être toujours positif, de toujours dire mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est un monde merveilleux dans lequel on s'entend tous bien, il n'y a pas de souci. Et quand moi j'osais mettre le doigt sur des problèmes, ben, on me disait non, il faut pas en parler comme ça, c'est pas le moment d'en parler, c'est pas le bon endroit. Et ça fait partie des choses aussi qui sont difficiles à gérer quand tu es salarié, de devoir contenir, c'est pas tes émotions, mais de devoir contenir les problèmes en fait, juste pour faire bonne figure. Et ça a joué, je pense, dans le fait que ça a été difficile ensuite. Et alors, comment ça s'est fini? Et ben en fait, un jour, enfin c'était même un soir, un mardi soir, j'ai reçu un mail à 20h qui me demandait où était ma partie dans la presse. Je me rappelle encore. Et du coup, j'ai demandé, mais quelle presse? Et on m'a dit, bah, la presse pour demain matin. Et j'ai dit, mais j'ai pas de presse pour demain matin, moi. Et en fait, la personne, je pense qu'elle avait pas du tout, c'était pas volontaire, mais elle avait oublié de m'ajouter dans un point, qui était du coup une réunion avec le Japon à 8h le lendemain matin, dont j'étais pas informée, parce qu'il y avait trop de boulot, parce que toute personne se passait les informations. Et du coup, elle m'a dit, ah bah tiens, est-ce que tu peux faire ça du coup pour demain matin? Et elle m'avait envoyé un mail, mais long comme mon bras, et il était déjà, je pense, au moins 19h en France. Et j'ai vu le truc et c'est comme si je pouvais plus voir, tu vois. Mes yeux, ils sont devenus flous. J'ai fermé mon ordinateur, je suis allée me coucher et j'ai plus jamais rouvert mon ordinateur de travail. C'était... Ah ouais. Et franchement, ça, c'est des histoires que t'entends que dans les podcasts ou dans les films. Mais ça s'est vraiment passé comme ça, en fait. Je me suis dit, je peux plus là, j'arrive plus. Et du coup, le lendemain matin, j'ai tout éteint, donc j'avais plus mon téléphone, plus. T'as blackout un peu quoi en Ouais, fait. c'est ça. Et en plus, je me suis dit, en fait, à un moment donné, je me suis dit, je vais le faire. Et puis après, je me suis dit, non, je vais pas le faire, en fait. Et je suis partie me coucher. Et puis le lendemain matin, je suis allée chez le médecin. J'avais même pas de médecin traitant. Je suis allée chez un médecin et je lui ai dit, je lui ai juste raconté. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que je peux plus travailler, j'y arrive plus. Puis là, je me suis effondrée. Et puis là, il a tout de suite compris. Il m'a demandé 2-3 trucs. Dans quel type d'entreprise vous travaillez? D'accord, ok. Et il a vu dans quel état j'étais. Et en fait, quand j'ai rallumé mon téléphone, je pense l'après-midi, j'avais reçu plein de messages de la personne qui m'avait envoyé les choses à faire, et aussi d'autres personnes qui étaient dans la réunion et qui m'ont dit t'es où, t'es où? Et ils m'ont même pas demandé si j'allais bien, en fait. Ils m'ont juste dit t'es où, elle est où ta partie? Et j'ai ouvert les messages, j'ai même pas répondu. Et en gros, mes contacts là avec, enfin pas mes collègues parce que c'était plus ma direction, ça s'est arrêté à ce moment-là. Ah ouais, ah, c'est incroyable comme histoire en fait. D'un coup, t'as dit stop quoi. Enfin, Ouais, c'était tellement soudain, c'était trop bizarre. Franchement, je me suis dit, tu sais, je me rappelle encore de tout, de l'heure, du jour, du. oui, c'est un trauma un peu quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve quand même que tu as été courageuse parce que tu as réussi quand même à, enfin, tu vois, à dire stop, à aller chez le médecin. Enfin, ça demande encore quand même une dernière énergie hein, de faire tout ça. Ouais, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que je me rends compte maintenant qu'en fait, ça faisait des mois que je pense que ça trottait dans ma tête et que des gens m'avaient dit, des copines, mon compagnon, tout le monde m'avait dit, tu veux pas aller voir un médecin quand même, t'as l'air un peu tendu, t'as l'air un peu fatiguée. Et moi, je disais, non, 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 c'est bon, ça va, ça va. Enfin, non, j'étais plus, non, non, ça va, ça va. Et en fait, je pense que ce jour-là, c'est juste que je me suis dit, si je vais pas le voir, je vais plus jamais me relever, en fait. Qu'est-ce que tu ferais différemment maintenant, tu vois, avec le recul? Je dis ça parce que peut-être il y a d'autres personnes qui sont dans ta situation. Bon, en plus, toi, ça a quand même duré, ça a duré des années hein, quand même, hein, de 2 ans quoi, au moins. Ouais, je pense à peu près. Voilà, qu'est-ce que tu dirais à d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation, qui veulent bien faire, qui osent pas, tu vois? Peut-être qu'est-ce que toi tu ferais différemment maintenant avec le recul? Et puis, quels conseils tu leur donnerais? Et ben, c'est marrant parce qu'on en a parlé avec une copine la semaine dernière qui est exactement dans la même situation que moi. Et maintenant, je lui donne des conseils en disant, mais non, mais attends, tu peux pas te rendre malade comme ça pour le travail. En me disant, non, mais en fait,
il y a 3 ans, j'étais dans sa situation. Euh, En fait, je pense qu'il faut pas se voiler la face. Il y a des alertes qui trompent pas et des alertes qu'on peut voir nous ou parfois que les autres voient autour de nous. Et moi, par exemple, en fait, maintenant que j'y repense, j'avais énormément changé d'attitude et pas de personnalité, mais en fait, avant, j'étais quelqu'un de hyper joyeux, positif. Enfin, maintenant, je suis redevenue comme ça, mais avant tout ce qui s'est passé, j'étais très joviale, j'étais hyper enjouée, hyper positive sur la vie surtout. Et en fait, je me rendais compte que j'étais devenue un peu cynique. J'étais un peu blasée de tout, j'étais un peu pince sans rire, désagréable, avec mes amis, avec ma famille, avec mes collègues aussi. Je leur envoyais des pics, j'étais devenue agressive. Ça, après, mes potes, en fait, il y en a certains avec qui, à l'époque, je me suis disputée. Et on en a parlé une fois que tout était terminé, que j'étais plus en arrêt, plus sous médicaments, que ma vie avait repris en gros. Et elles m'ont dit, ouais, t'avais changé, t'étais plus la même en fait, t'étais devenue quelqu'un de pas sympa, de aigri. Et ça, je pense que c'est quelque chose, peut-être c'est difficile de s'en rendre compte en tant que personne, mais il faut peut-être que les gens autour, si on voit quelqu'un, un ami à soi qui est en train de changer, qui est en train de se renfermer, il faut pas hésiter, je pense, à lui en parler et à l'inquiéter peut-être un peu parce que parfois c'est dur de s'en rendre compte. Et après, moi, j'avais des symptômes physiques, pareil, que j'ai un peu ignorés. J'avais tout le temps des douleurs au dos, aux épaules. J'ai eu des problèmes de vision aussi, des maux de tête. J'ai dû faire une fibroscopie parce que je commençais à faire un début d'ulcère. Et en fait, maintenant, j'ai rien, je suis jamais malade, j'ai rien, j'ai plus jamais un peu de travers. Et en fait, je me dis, mais à l'époque, j'étais tout le temps malade, tout le temps mal quelque part. Et je pense qu'on dit que le corps, ça donne des indications sur la santé mentale, mais franchement, c'est trop important. Et ça, il faut écouter. Et c'est facile à dire maintenant, mais en fait, juste déjà, quand on a des problèmes comme ça, à cause du travail, faut se poser c'est pas normal, en fait, faut se poser des questions. Ouais, 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 non, mais ça, c'est vrai que c'est un super conseil parce que moi, je me reconnais beaucoup parce que j'étais aussi tout le temps malade quand j'étais en études de droit et avocate. J'avais fait aussi des ulcères. Et justement, je me rappelle, c'était un de mes boss qui m'avait un peu dit, mais c'est pas normal quand même de faire des ulcères à 25 ans, tu vois. Et moi, en fait, je continuais un petit peu comme ça parce que, bah, pareil, j'étais tout le temps malade et je me disais: «Bon, bah, moi, je suis quelqu'un d'un peu fragile, Oui, c'est ça. voilà». Et puis, en plus, je pense que en fait, maintenant, avec le recul, je pense que j'étais malade parce que c'était la seule façon d'arrêter, en fait, de pouvoir mettre pause parce que du coup, quand j'étais malade, bah, j'allais chez le médecin, j'étais écoutée. Je pense que je me sentais un peu, comprise, on s'occupait de moi. En plus, bah, peut-être je pouvais m'arrêter un petit peu, voilà, tu vois, un jour ou 2. Et je pense que c'était une façon, en fait, de mettre pause un peu dans mon quotidien que je n'aimais pas, en fait. Ouais, c'est vrai, je pense. C'est peut-être ton corps qui dit genre, est-ce qu'on peut s'arrêter juste une seconde pour Ouais, se c'est ça, reposer? voilà. Ouais. Ouais. Et bah, pareil que toi, maintenant, je vais aller voir un médecin, tout va bien, je suis super en forme, donc c'est je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on s'habitue, en fait, à parce que ça va crescendo, donc on s'habitue à être malade, ça arrive pas d'un coup, en fait, donc je pense que, malheureusement, notre corps, en fait, on s'habitue, on se rationalise un petit peu aussi, je pense. Ouais. Et à être fatiguée aussi. Je sais pas si ça te faisait ça, mais moi j'étais tout le temps fatiguée. Maintenant, je suis jamais fatiguée, je suis tout le temps en forme. Avant, j'étais tout le temps fatiguée, je dormais jusqu'à 13 heures le week-end. C'est incroyable. Et ça, bah, en fait, c'est pas normal. C'est je sais pas si on dit des symptômes, mais en tout cas, c'est pas normal d'être dans ces états-là. Et donc comment ça s'est passé? Donc après tu as été arrêtée pendant un moment? Parce que bon, c'est dur de se remettre d'un burn-out. Je pense qu'effectivement, pour le coup, moi, j'ai attendu trop longtemps. Si je m'étais arrêtée avant, peut-être que j'aurais réussi à y retourner. Je pense que j'ai attendu trop longtemps. J'aurais dû m'arrêter peut-être 3 mois avant quand ça allait pas du tout. Et j'aurais peut-être réussi. Et là, j'ai pas du tout réussi à y retourner. Déjà, j'arrivais plus à ouvrir un ordinateur. Donc ça, je pense que ça aurait été compliqué sur mon poste. Je pouvais plus, en fait. Les écrans, les ordis, les télés, les films, tout ce qui avait un écran, je ne pouvais plus supporter. Donc, je suis restée pendant 3 mois dans mon jardin à arracher des feuilles et à peindre des murs parce que je pouvais rien faire d'autre que de faire ça et à faire la cuisine aussi. Et ça, après, du coup, c'est ça qui m'a menée à ce que je fais maintenant. Mais sur le coup, non, je pouvais pas du tout y retourner. Et dès qu'on en parlait, j'étais en angoisse toute l'après-midi. Dès que je devais faire renouveler mon arrêt,
Le lundi, dès le dimanche matin, j'étais pas bien parce que je me disais, je vais pas être prolongée, ça va être horrible, je vais devoir y retourner. Je pleurais tout le dimanche. Et en fait, après, j'ai rencontré un médecin du travail. Et alors ça a été autre chose dont j'aimerais aussi parler. Je sais pas si c'est un sujet que tu as déjà abordé. Un petit peu, mais un peu, enfin, c'est sûr qu'on a eu d'autres invités qui ont eu des burn-out, mais pas autant. Donc vas-y, tu peux en parler, Ouais. c'est bien de raconter. En fait, moi, mon entreprise, elle avait été rachetée par un gros groupe de médias dans lequel il y avait un médecin du travail internalisé. C'est pour les entreprises qui sont à plus de 1000 employés. Je pense que en fait, l'entreprise doit avoir un médecin qui est donc salarié de l'entreprise et qui rencontre donc les salariés quand ils ont des problèmes pour ensuite juger est-ce qu'ils sont capables ou pas de retourner sur leur poste. Et donc, moi, je me suis dit, la médecine du travail, c'est génial, il va m'aider en fait à partir. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était horrible. À chaque fois que je le rencontrais, en fait, il me disait, oh bon, ça va aller, vous allez vous y remettre. Après, il me proposait toujours des solutions un peu bancales. À un moment donné, il me disait, mais c'est bien les antidépresseurs, ça va vous aider du coup à prendre du recul, à retourner sur votre poste plus sereinement. Et je lui ai dit, mais moi, en fait, le problème, c'est pas de enfin, le problème, il vient du poste, en fait. Il vient pas de prendre des antidépresseurs ou pas pour le supporter, en fait. Et lui, il n'envisageait pas du tout de faire des modifications de poste. Il fallait en gros que je trouve une solution pour pouvoir y retourner sans pleurer, sans faire de crise d'angoisse. Il m'a proposé aussi de retourner sur un autre poste dans l'entreprise à peu près équivalent. Et moi, je lui disais, mais je peux pas, en fait, je veux partir. Mais le problème, c'est que la médecine du travail qui est internalisée, lui, il est salarié de l'entreprise. Et en fait, il a du On coup, peut pas être objectif, ouais. c'est ça. En fait, tu peux pas parce que si tu vas contre l'entreprise en avouant qu'ils ont fait des erreurs, en avouant qu'il y a des choses qui vont pas, en fait, du coup, tu vas dans le sens du salarié, donc contre ton propre patron. Et je comprenais, en fait, je me disais, bah oui, il est salarié, donc en fait, lui, pareil, il doit faire le tampon entre les deux, mais c'était horrible. Et en fait, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que mon arrêt, c'était l'été, et à un moment donné, il était en congé. Et quand j'ai dû le revoir pour faire prolonger un arrêt, en fait, ils m'ont dit, il est pas là, il est en congé. Du coup, c'est un cabinet externe qui va prendre le relais. Et j'ai rencontré donc une médecin du travail externe qui, quand elle a échangé avec moi, elle m'a dit, mais c'est pas possible en fait, vous pouvez pas y retourner, c'est pas possible. Et elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi le médecin vous a pas fait partir déjà en fait. Et j'ai eu de la chance, tu vois. Donc ensuite, il est revenu de congé et ensuite on s'est revus. Entre-temps, j'ai appris qu'il avait parlé avec ma RH de en gros, tout ce qu'on s'était dit. Il s'était en gros donné les informations. Ça, pareil, il n'avait pas le droit. Mais bon, comme ils étaient salariés de la même entreprise, ils l'ont fait un petit peu de façon non officielle. Ils n'avaient pas le droit, en fait. Et quand moi, je m'en suis rendu compte et que je l'ai mis face au fait en lui demandant comment il était au courant de tout ce qu'il était en train de me raconter, il bégayait. Il m'a dit, non, mais enfin, je sais pas trop. Puis après, il m'a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Et moi, je lui ai dit, je veux juste partir de l'entreprise. Je veux je veux que vous m'aidiez à sortir. Et du coup, en fait, il m'a déclaré inapte au poste. Et j'ai été ensuite, du coup, licenciée pour inaptitude. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est ça, en fait, quand tu es en burn-out, comme ça, tu dois attendre que le médecin dise que tu peux plus, en fait. Ouais. Et c'est quoi la différence entre le fait d'être inapte et d'être en rupture conventionnelle? Et ben la différence, c'est que rupture conventionnelle, une fois que tu as signé, tu peux plus rien faire contre l'entreprise. Alors que l'inaptitude, tu peux ensuite, si tu le souhaites, aller au prud'homme. T'as des différences aussi au niveau indemnité, du chômage, la prime que tu reçois, c'est plus avantageux? Je pense qu'une rupture conventionnelle, c'est plus avantageux parce que du coup, tu peux négocier un package que t'as pas du coup quand tu as une inaptitude. Mais après, je sais pas du coup, moi j'ai eu un licenciement, mais Et c'était important pour toi, oui, le fait de reconnaître que oui, que t'étais pas d'accord en fait avec la décision. C'est un peu ça en fait, que le problème venait pas de toi en fait. oui, voilà, c'est ça. Et en fait, à un moment donné, ils m'ont proposé plus ou moins une rupture conventionnelle. Mais en fait, moi, je me suis dit, mais là, en fait, c'est juste qu'ils essayent d'acheter mon silence. Tu vois, là, par exemple, j'aurais pas le droit, en fait, de te raconter tout ce que je t'ai raconté si j'avais pas eu une inaptitude et un licenciement. Donc, j'ai pas cherché à me faire licencier. Mais en fait, je me disais, mais si je signe, on achète mon silence, en gros, et je pouvais. En fait, à l'époque, je me suis dit, je suis trop fragile. Je peux pas, en fait, savoir si dans un an ou deux, j'aurais pas besoin d'en parler.
Et donc, de toute façon, les médecins, ils ont décrété en fait que j'étais plus apte à retourner dans l'entreprise. Donc, heureusement, c'est la médecine externalisée qui m'a sauvée en gros de l'entreprise. C'est important que tu le dises parce que moi, j'étais pas du tout au courant de, tu vois, toutes ces différences. Donc, c'est important de le dire parce que pour des personnes qui sont dans la même situation, je sais qu'il y en a, hein, ça arrive quand même, c'est assez fréquent. Et alors, comment tu as fait pour te relever? Parce que donc à ce moment-là, c'est un peu flippant quand même parce que tu dis que tu peux plus rien faire, quoi. Tu es trop stressé, tu peux pas rallumer un écran. Comment tu te sens un peu? Puis comment tu vois les choses? Et ben, c'est vrai que du coup, en sortant, enfin, une fois que j'ai été licenciée, j'étais à la fois soulagée et à la fois c'était horrible parce que je me suis dit, ok, maintenant là, j'ai plus rien en fait. Je me dis, j'ai plus rien, j'ai plus de carrière, j'ai plus de travail, j'ai plus d'avenir. Enfin, vraiment, je disais, j'ai plus d'avenir en fait. Je sais plus rien faire. J'avais perdu complètement confiance en moi. Tu vois, même ça se voyait enfin, physiquement, c'est que j'ai remarqué que je bégayais beaucoup à ce moment-là. Et je me disais, en fait, j'arrive plus à parler en public, j'arrive plus à parler à des gens. Et Oui, tu avais totalement perdu confiance en ah toi. ouais, c'était incroyable. Et du coup, je me suis inscrite à Pôle emploi. Et en fait, j'ai eu la chance d'être, je pense, bien encadrée par Pôle emploi. Et ça, on le dit pas beaucoup. Souvent, les gens critiquent, mais franchement, Pôle emploi, moi, en tout cas, ils m'ont sauvée. C'est qu'en fait, j'ai rencontré une conseillère qui m'a dit, ouh là là, vous n'êtes pas en état de chercher du travail, je vais vous envoyer vers notre psychologue en interne. Et donc, j'ai été suivie pendant quasiment 2 ans par la psychologue de Pôle emploi. Ah, c'est super intéressant, je savais même pas que ça existait, ouais. Ah non, enfin, je pense qu'en fait, personne ne le sait et peut-être que les conseillers n'y pensent pas forcément. Mais en fait, si on n'est pas bien et qu'on doit s'inscrire à Pôle emploi, il ne faut pas hésiter. En fait, ils ont des psychologues du travail qui sont formés en burn-out, qui m'en a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup écouté, qui m'a expliqué qu'en fait, moi, je cochais, il y a 5 cases en gros de gens qui ont fait, enfin, de critères de burn-out et en fait, j'étais dans les 5. Et elle était hyper compréhensive et en fait, elle m'a aidée à reprendre confiance en moi, reprendre un intérêt pour la vie professionnelle et elle a été hyper douce, je la voyais, je restais 2 heures avec elle et en fait, moi, Pôle emploi, ils m'ont pas proposé du travail, ils m'ont juste remis sur les voies du travail en fait. Ouais, après c'est super parce que je trouve que, voilà, souvent quand on se retrouve à Pôle emploi, c'est toujours un petit peu compliqué psychologiquement parce qu'en général, c'est qu'il y a une situation qui n'allait pas trop. Donc c'est bien, je trouve, dans beaucoup de situations de peut-être demander un psychologue. Mm. Et puis en fait, il y a des gens, je pense que j'étais pas du tout la seule, qui ne peuvent pas retourner sur un emploi. Moi, on m'aurait proposé un emploi équivalent. Je pense que 2 semaines après, j'étais encore arrêtée pour 6 mois en fait. Donc je pense qu'ils ont rapidement vu que ça n'avait pas d'intérêt de faire ça. Et donc en fait, ils m'ont fait plutôt diriger vers des sortes de bilans de compétences pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient m'intéresser. Et ils m'ont aussi parlé, alors je sais plus de comment ça. Genre, je sais qu'il y a les immersions professionnelles et il y avait c'est les entretiens professionnels. En fait, ils m'ont conseillé, donc quand ça allait mieux, ça c'était plutôt au bout d'un an, d'appeler des gens qui avaient des métiers qui pouvaient m'intéresser pour voir si l'un d'entre eux pouvait m'intéresser. Donc j'ai fait des listes, j'ai appelé des fleuristes, j'ai appelé des gens qui faisaient de la maîtrise d'ouvrage, j'ai appelé une avocate, j'ai appelé plein de gens différents qui étaient super gentils. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé et puis leur dire bah voilà, j'aimerais bien que vous me parliez de votre travail, comment ça se passe, votre vie. Et en fait, du coup, ça m'a permis déjà de reprendre un peu confiance dans le travail en me disant, OK, il y a des gens qui sont vraiment passionnés, qui aiment trop ce qu'ils font. Et enfin, ça me faisait plaisir en fait d'entendre des gens qui me parlaient et qui m'expliquaient que le matin ils se levaient à 4 heures du matin, mais ils étaient trop contents. Euh, et donc ça a commencé comme ça. Et après du coup j'ai trouvé des pistes de choses qui m'intéressaient. Il y avait donc soit la diététique ou soit la cuisine. Donc bon, on était quand même dans un milieu assez proche. Et en fait, j'ai fait des stages du coup en diététique parce que je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, c'est trop ce que j'aime. C'est un peu, il y a un côté un peu bureau, mais il y a un côté un peu food aussi. Et en fait, j'ai fait des stages en diététique, c'était pas du tout ça. Qu'est-ce que tu as pas aimé du coup dans le T'es un psychologue en fait. C'est diététicienne, elles font un métier qui est très très important, mais qui me correspondait pas. C'est peut-être des gens qui ont des grosses difficultés et tu les écoutes et
Oui, parce que la nourriture, c'est quand même, c'est un gros enjeu, il y a beaucoup de psychologie dans la nourriture, enfin dans le Oui. rapport qu'on a avec la nourriture. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était pas le côté plaisir de la nourriture, c'était le côté, bah, problème avec la nourriture. Et en fait, je me suis dit: «Non mais» ça donc après j'étais encore redésespérée. Je me suis dit: «Oh là là, mais si ça va pas, qu'est-ce que je vais pouvoir faire?» Et j'osais pas, en fait, faire de stage en cuisine parce que je me suis dit: «Mais c'est tellement différent de ce que je fais maintenant, c'est pas possible, en fait, je peux pas faire ça». Et en fait, je me suis lancée et j'ai fait un stage en cuisine parce qu'en fait, moi, j'aimais bien cuisiner pour moi. Je cuisinais japonais, je cuisinais donc quand j'étais au Japon, quand j'étais en France aussi beaucoup. Et je me suis dit, ben, écoute, pourquoi pas, tu vois, ça c'est quelque chose que tu sais faire, que tu aimes faire et pour laquelle tu pourrais être payé. On essaye quoi en fait. Et j'ai adoré la cuisine et j'ai adoré être en restaurant. Enfin, j'ai vraiment, j'avais jamais fait et j'ai adoré. Et tu sais, en fait, je te disais tout à l'heure que ce que j'aimais pas au Japon, c'était le côté présentéisme. Et en fait, en cuisine, t'as pas de présentéisme. Quand t'es là, tu travailles. Et quand t'as fini, tu t'en vas. Et ça, j'aime trop, en fait. En cuisine, faut être très efficace. C'est travailler sur des temps courts, mais où t'es très efficace. Et après, une fois que t'as terminé, tu t'en vas. T'as un côté très créatif parce que ben, quand tu fais une assiette, quand tu fais ton menu, tu dois faire en sorte que ce soit beau, que ça plaise aussi. Et en fait, ça regroupe, je pense, plein d'aspects du travail que j'aime. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis lancée là-dedans. Et je pense qu'il y a un côté aussi thérapeutique parce que comme on fait quelque chose de manuel, aussi un côté où on pense à rien d'autre quand on est en train de le faire. Oui, Après, on est fier de ce qu'on a créé. Donc je pense qu'il y a dû avoir un aspect un peu thérapeutique pour toi aussi. oui, c'est vrai. Et alors, donc tu commences à faire tes stages et comment tu te formes après? Qu'est-ce que tu décides de faire? Comment tu choisis de te lancer à ton compte plutôt que de travailler, pour quelqu'un? Et ben, en fait, du coup, j'ai testé des stages donc en restauration. Et puis après, je me suis dit, ah, quand même, pour se lancer toute seule, quand t'as pas fait ce métier-là, c'est difficile. Et j'ai cherché un peu des alternatives. Et en fait, je suis tombée sur le principe du food truck. Et je me suis dit, ah, c'est cool parce que les charges, elles sont réduites. Tu peux travailler seule, t'as moins de personnel. Et j'ai creusé cette piste-là. Et donc, j'ai fait un stage dans un food truck japonais à côté de Rennes. Ils ont été trop sympas. Ils m'ont prise en stage et ils m'ont donné plein de conseils, ils m'ont montré ce que c'était en fait de bosser dans un food truck. Et je me suis dit, mais ça c'est trop bien en fait pour me lancer sans avoir un gros apport financier, sans mettre toutes mes billes en gros dans ce projet-là. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à creuser l'idée. Et puis après, ben, j'ai fait toute la partie administrative, essayer de voir combien ça me coûterait, combien ça me rapporterait. Et après, j'ai été beaucoup aidée aussi par la chambre de commerce qui propose des accompagnements pour les gens qui avaient, je sais plus si c'était pour les jeunes, non c'est pour les gens qui lançaient, qui créaient en Normandie, des entreprises en Normandie, ils t'aidaient. Et du coup j'ai eu un accompagnement où ils m'ont aidé pour faire mon business plan, pour faire mon étude de marché. Après c'était des choses que je savais faire, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui te donne un autre avis et puis qui connaît en fait. Et ça, ils ont fait ça gratuitement? Tu étais aidée gratuitement? Ouais. Et ça aussi, c'est super important. Je pense que pour les gens qui se reconvertissent, faut aller voir les chambres de commerce. Ils ont plein de dispositifs. Ils ont plein d'aides des régions aussi. Et en fait, il peut y avoir plein de choses. Il y a des gens qui peuvent être formés aussi sur les réseaux sociaux si t'es pas à l'aise. Tu peux être formé sur la gestion, sur la compta. T'as plein de trucs différents. Il y a des formations payantes, mais il y en a aussi des gratuites. Et quel est l'investissement un peu à peu près pour avoir un food truck? Parce que donc tu dis que c'est beaucoup moins cher que de louer par exemple un local et puis, de s'installer, voilà, même si c'est une petite, cuisine, c'est quand même beaucoup moins cher. C'est combien l'investissement pour avoir un food truck? Et ben moi j'ai emprunté 45 000 euros. Et ça m'a permis d'acheter mon camion, de le refaire faire brander à l'extérieur, d'acheter du matériel. Il était déjà équipé, hein. D'acheter du matériel et de payer un peu la communication du début. En gros, c'était à peu près ça mon enveloppe. Tu peux acheter des camions équipés en fait, ça s'achète un camion food truck en fait. Ouais, il y a des entreprises qui font des petites cuisines sur camion et ensuite, moi je l'ai acheté donc en seconde main à quelqu'un qui avait acheté à une entreprise. Et donc ton food truck s'appelle Saku Saku. Ouais. Et alors quand est-ce que tu t'es lancée? C'est assez récent? C'était en juillet 2023. Ouais, donc ça va bientôt faire 1 an. Ouais. Comment ça s'est passé ta première année? Et ben, ça s'est bien passé. C'était tellement, tout était nouveau en fait. Donc, Ouais. j'ai pas vu passer cette année en fait. C'était incroyable.
Je suis partie de zéro, j'ai appris à faire des trucs que je savais pas faire et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de l'année, j'étais de plus en plus à l'aise et maintenant je suis contente parce que j'ai une clientèle qui est très fidèle. Il y a des gens qui viennent toutes les semaines, il y a des gens qui sont beaucoup de gens parisiens qui viennent le week-end et donc qui viennent le week-end quand je suis là. Après, je fais des événements aussi. J'ai eu beaucoup de demandes pour cette année. Donc, je suis contente. Ça a vraiment bien pris. Au début, j'ai eu la chance d'avoir plein de parutions dans des médias locaux parce que je pense que comme c'était tout nouveau, ben, ça a intéressé les journalistes et ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et comme c'est nouveau, il n'y a pas d'équivalence en fait. Du coup, maintenant, il y a plein de gens qui me disent «Ah, mais c'est vous, ça coûte». Donc, non, c'est cool. Ça se passe super bien. On l'a pas dit, mais donc tu fais des plats typiques de la cuisine japonaise, donc c'est des bento à emporter. Alors tu fais pas de sushi, hein, c'est les Non, plats typiques. ouais, c'est ça. Et donc tu es, en Normandie, à côté de Deauville. Et comment tu as choisi de faire de la cuisine, japonaise alors? Et ben parce qu'en fait, quand j'étais petite, moi je mangeais beaucoup de cuisine japonaise parce que c'est mon père qui cuisinait à la maison. Donc je pense que j'avais déjà le palais en fait qui était préparé pour ça. Et après en étant au Japon, ben je mangeais que japonais. Je cuisinais que japonais aussi quand j'étais au Japon parce que ben j'avais que ça sous la main donc fallait bien me débrouiller. Surtout quand j'étais en études et que j'avais pas de salaire, j'ai vraiment appris à cuisiner comme ça. Et en fait je me suis dit ouais j'aime bien faire ça, il n'y a pas d'offre équivalente, mais les gens à qui je fais goûter trouvent que c'est génial et tout le monde me dit ah c'est trop bien, c'est trop cool, faudrait que tu m'apprennes, faudrait que tu lances un truc. Et en fait, je sais pas, c'est un peu comme c'est un ikigai où j'ai croisé ce que je sais faire, ce que j'aime faire et pourquoi je peux être payée. Et en fait, ça s'est lancé comme ça, mais moi je me destinais pas du tout à ça à la base en fait, mais c'est arrivé un peu, peut-être pas comme une évidence, mais en fait si. Du coup, tes clients, donc c'est des particuliers et c'est aussi tu fais aussi à destination de quel type d'événements tu fais, tu fais aussi pour des professionnels? Comment tu t'organises? Oui, alors en fait, là, je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup d'institutions qui m'ont contactée, donc des mairies, des communautés de communes, qui ont besoin pour des événements en lien avec le Japon souvent. Ah ouais, Ouais, ou bien, j'ai eu la bibliothèque de Caen, donc avec mairie bibliothèque de Caen qui a fait appel à moi aussi pour une soirée sur le Japon. J'ai eu, communauté de communes et en fait, c'est pour eux, en fait, enfin, ce que j'ai pas précisé aussi, pardon, c'est que je fais de la cuisine japonaise, mais ma spécialité, c'est vraiment de faire à partir de produits locaux et de saison. Donc tous les produits frais, la viande, les légumes, les fruits, tout est local et de saison. Et en fait, du coup, j'arrive à croiser des entreprises qui ont un intérêt soit pour le Japon ou bien pour un côté plus responsable. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur des événements qui n'avaient pas du tout de lien avec le Japon, mais qui mettaient en avant les produits normands ou locaux. Et donc, on est assez peu, je pense, de food truck pour l'instant à faire ça. Et donc, eux, ils font appel à moi pour ça. et alors comment tu vois la suite? Tu te vois, continuer dans ton food truck, peut-être, ouvrir un petit restaurant un peu? C'est quoi tes projets pour la suite? Et ben, alors là, la première suite, c'est que je vais être en congé maternité dans 3 semaines, donc du coup, Ah! Félicitations! merci. Donc bon, ça c'était un peu, enfin pas l'imprévu, mais du coup, je vais devoir, enfin je loupe la saison en fait juillet, août, parce que je serai en congé maternité. Bon après c'est pour un très beau projet, donc ça c'est pas grave, mais du coup c'est un peu frustrant pour la première année de te dire que tu dois t'arrêter déjà. Et du coup donc je serai plutôt de retour l'année prochaine. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir trouver un local plus grand pour pouvoir faire plus des événements qui sont plus gros parce que j'ai eu des demandes pour 300 personnes, mais moi je peux pas en fait faire 300 personnes dans mon local actuel, donc ma cuisine que j'ai aménagée. Donc, idéalement trouver un local. Si un jour quelqu'un entend parler d'un local entre Deauville et Pont-l'Évêque, qu'il n'hésite pas à me le dire. Qu'une cuisine, donc pas forcément pour, déjeuner ou dîner sur place, mais ça serait vraiment pour préparer pour, un peu traiteur, en fait? Oui, voilà, c'est ça. J'aimerais bien me tourner plus vers une offre de traiteur. Je pense que restaurant, en fait, je suis pas sûre pour l'instant d'avoir envie de faire ça. C'est beaucoup de contraintes, il faut une masse salariale. Moi, pour l'instant, je suis bien à travailler comme ça. Donc, ouais, trouver des locaux et du coup, peut-être pouvoir l'année prochaine embaucher quelqu'un sur l'été pour pouvoir avoir des plus grosses prestations. Parce que toute seule, je suis limitée, en fait, quand je travaille. Je peux pas être, comme on dit, au four et au moulin et je peux pas être au four et à la caisse. Donc, Et au volant? c'est ça, ouais, c'est ça.
Et la question que j'avais, parce que je trouve que c'est super intéressant le côté food truck pour un peu tester son offre, en fait, c'est ce qui s'est passé pour toi parce que tu t'es rendu compte comme ça qu'il y avait beaucoup de demandes et beaucoup de clients. Est-ce que c'est facile à revendre après le food truck? Alors, je suis sur des groupes qui vendent des food trucks. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'offres et de demandes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent et puis qui ferment. Donc, en fait, il y a toujours des gens qui veulent racheter. Mais effectivement, moi, je m'étais dit, et c'est ce que j'ai utilisé aussi comme argument pour aller voir les banques, c'est un food truck, c'est pas énormément d'investissement, ça peut se revendre. Et en plus, ça permet d'avoir une visibilité dans un grand périmètre parce qu'en fait, quand je circule, les gens me voient. Quand on fait appel à moi à Caen, bah, je vais à Caen, à Deauville, au Havre. Alors que si j'avais un restaurant en physique, c'est plus aux clients de venir vers moi. Et c'est plus compliqué, je pense, de faire venir les gens à soi que d'aller à eux. Et c'est comme ça que ben, très rapidement, je me suis fait connaître dans tout le secteur. Et je trouve que ouais, quelqu'un qui voudrait se lancer en restauration ou sur un projet food, le food truck, c'est pas mal. C'est beaucoup de logistique et beaucoup de contraintes de chargement, déchargement. Mais par contre, je trouve que ça vaut le coup. Pour aussi peut-être tester une zone de chalandise, tu vois, de savoir est-ce que je vais me mettre plus là, où est-ce que ça marche le mieux. Oui, c'est vraiment pas mal pour tester et puis pour gagner en visibilité assez rapidement, en fait. Ouais. Puis les gens, ils trouvent ça marrant, en fait, le food truck. Tu sais, il y a des gens, ils m'ont privatisé pour des anniversaires. Ils m'ont dit, est-ce que vous pourriez mettre la petite déco japonaise, les petits trucs t'as l'expérience, en fait, qui vient jusqu'à toi, que t'as pas forcément dans un traiteur ou sinon, s'il faut aller dans un restaurant, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Et alors, quel est ton plus grand rêve professionnel? Donc, voilà, on a parlé de la suite un peu proche, mais toi, ça serait quoi ton plus grand rêve? Ouh. Mon plus grand rêve, ben, j'ai envie, enfin, moi, je me souhaite que Saku ça continue comme ça, que ça me plaise toujours autant, que les clients, ça leur plaise aussi. Et après, j'aimerais bien, du coup, pouvoir grossir. J'ai pas envie de devenir trop gros. Je crois que je suis tellement vaccinée de l'entreprise que pour l'instant, je veux pas devenir une grosse entreprise. Même si j'avais plein de fonds, en fait, je crois que je le ferais pas. J'ai envie peut-être d'avoir ouais, quelqu'un avec moi qui m'aide à bosser et qu'on bosse sur des événements qui soient cool, qui soient intéressants. Et peut-être à terme, j'aimerais bien, alors je sais pas si c'est sous forme de franchise ou si ce serait moi qui gérerais, peut-être avoir un deuxième camion en Normandie ou dans une autre région, mais avec du coup tout l'univers Saku parce que je fais vachement... Bah, ça c'est mon passé de, Le marketing, ouais. marketing, ouais, je fais attention à ça, j'ai fait attention à mon logo, je fais attention à mes cartes de visite, à toute mon image en fait. Et je me dis, ouais, pourquoi pas peut-être soit la vendre à quelqu'un qui veut du coup ouvrir un saku quelque part ou bien moi le développer. Oui, c'est vrai que c'est une bonne solution, la franchise, une fois qu'on a commencé. Ouais. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Et ben, moi, ben, je pense que c'est peut-être par rapport au burn-out. C'est que je pense que vraiment pour se reconstruire et pour reprendre confiance en soi et en tout, il faut retester des trucs qui n'ont rien à voir avec ton travail d'avant, en fait. Ça peut être faire des immersions professionnelles, rencontrer des gens, aller parler à des gens. Pour moi, ça, c'est vraiment la chose la plus importante qui te permet, en prenant de la distance avec tout ce qui s'est passé, en fait, de dire, OK, il y a des choses qui m'intéressent, OK, je peux refaire des choses. Et je, pendant que j'en parle, je repense à quelque chose que j'ai fait et qui, je pense, m'a aidé, c'est que, donc j'étais plus déjà en arrêt, mais je savais toujours pas ce que je devais faire. J'ai passé mon brevet de secouriste et en fait, j'ai l'impression que ça m'a vachement redonné confiance en moi. Donc, ça n'avait rien à voir avec le travail. Le fait d'avoir un diplôme un peu, Oui, quoi. c'est ça. Le fait de pouvoir savoir faire quelque chose, avoir mon diplôme de secouriste. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est important, du coup, tu vois, de refaire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu faisais, mais juste reprendre confiance en soi et te dire, OK, je suis pas nulle, je sais faire des trucs et j'arriverai à refaire des choses à l'avenir. Parce que quand t'es au plus bas, tu te dis que t'arriveras à rien et que la porte, elle est fermée, en fait, mais faut juste voir un autre moyen d'y entrer, quoi. Ouais, un peu aussi sortir de ton environnement, en fait, faire, des choses qui n'ont rien à voir, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à rester bloqué un peu en se disant: «Bon, bah, voilà, j'ai pas envie de faire ça, donc je peux rien faire d'autre», alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses dans plein d'autres environnements Ouais, et même si c'est pas forcément pour un but professionnel, très proche, en fait, c'est bien aussi de faire d'autres choses, voilà, peut-être qui nous intéressent, tout autre chose comme le brevet de secouriste, en fait. oui, c'est ça.
Un grand merci Flora, donc je mettrai, les liens pour les auditeurs qui voudraient, suivre la suite. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, vraiment c'était, super intéressant et puis, très touchant. Bah, merci beaucoup, c'était très sympa d'échanger avec toi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un s @oserlareconversion.com.